Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Thomas Chardin. Bonjour Thomas. Bonjour Sarah. Merci aussi au studio Module de nous recevoir aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, pour ceux qui nous suivent habituellement sur YouTube, on n'est pas dans notre studio habituel parce que notre studio se refait une beauté pendant cet été. Et donc, les prochains épisodes seront dans des studios extérieurs. Donc, merci Studio Module de nous recevoir. Thomas, alors toi, tu aimes les mots, on va le voir. Mais surtout ceux qui se transforment. Tu es formé au droit du travail, aux sciences sociales et au management des ressources humaines. Tu aurais pu faire une carrière comme DRH. Tu as préféré t'attaquer directement au territoire inexploité, celui du marketing appliqué au RH, avec une conviction chevillée au corps. Les RH ne sont pas un centre de coût, mais un centre de gravité. Et depuis, tu œuvres à les faire rayonner. En 2012, tu fondes Parlons RH, à la fois média de référence pour les DRH, agence de marketing dédiée à l'écosystème RH. Et ce qui te passionne, ce n'est pas seulement la fonction RH, mais la manière dont elle traverse les tempêtes, et il y en a quelques-unes, se réinvente et reste humaine dans un monde qui l'est parfois de moins en moins. Avec la team Parlons RH, tu développes une ligne éditoriale unique, des mots qui claquent, des idées qui tranchent et une conviction permanente. L'entreprise doit mieux faire écho au monde contemporain. Et par ailleurs, tu aimes créer des ponts entre le fond et la forme, entre la réflexion et l'action, entre les professionnels RH et ceux qui veulent les convaincre. Tu orchestres des baromètres sur l'expérience collaborateur. Tu en es à ta 8e édition. Sur l'IA et la fonction RH, sur les tendances RH. Tu organises des événements comme RH Technologie France. 24 heures RH. Exact. C'est bien ça. Ou le Book Club RH, et tu animes une communauté de plus de 200 000 RH sur LinkedIn. Impressive. Et tu as plus de 115 000 abonnés à la newsletter de Parlons RH, dont je suis. Dirigeant engagé, vice-président du Lab RH, conférencier, auteur d'éditos aussi impertinent que pertinent, tu continues d'explorer, d'oser et de poser les bonnes questions, celles qui dérangent, pour mieux faire avancer la fonction RH. Tout un programme. Il me tarde de voir ce côté impertinent et pertinent. Comment on se connaît ? Nous, on ne se connaît pas. On ne se connaissait pas. Alors, je suis abonnée depuis de nombreuses années à Parlons RH, donc ton nom était déjà apparu. Mais en fait, c'est Florent Le Tourneur, salut Florent si tu en regardes, qui a créé un groupe WhatsApp de podcasteurs. Et on s'est retrouvés tous les deux dans ce groupe. Et je me suis dit, deux arrivées avec Thomas, je me suis dit, c'est forcément qu'il faut que je le rencontre. Et voilà comment tu te retrouves aujourd'hui assis en face de moi. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de ton invitation. Et puis merci pour cette présentation, cette bio. J'ai pas un mot à enlever. Bon, super. On a un rituel dans Résonance, donc je t'invite à piocher la question mystère et à me la tendre. C'est hyper stressant, mais je me lance alors. T'inquiète pas, plein de gens sont passés avant toi et tout le monde est ressorti vivant. Bon, on va voir. Qu'est-ce que cela veut dire être en bonne santé pour toi ? Être en bonne santé, c'est d'abord être en bonne santé physique, physiologique. Et puis après, c'est être en bonne santé mentale. Évidemment, les deux vont de pair. Mais moi, j'aime bien de voir les deux qui se relient, le psychologique et le physique. Souvent, on dit j'en ai plein le dos, mais c'est parce que en fait, on en a plein la tête ou plein le cœur ou plein les tripes que ça génère un problème physique. Donc pour moi, être en bonne santé, c'est cette conciliation entre être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Et comment tu fais, toi ? Alors, pour être bien dans ton corps et dans ta tête. Alors, j'essaye, mais là, en ce moment, c'est pas super. Mais j'essaye de faire du sport assez régulièrement. J'essaye de me ménager quelques pauses de travail, ce qui est assez difficile et je travaille beaucoup trop. Et donc, voilà, je sais que je suis pas super exemplaire sur ce sujet-là. Le sport, la famille, les amis, les proches, je crois que c'est aussi ça qui permet d'être bien dans sa tête. Ce sont les relations et les projets. Je pense que... Et puis un peu d'activité quand même. Voilà. Un peu. Artistique et sportive. Artistique, comme quoi ? Comme la peinture ou la peinture, la sculpture. Très bien. C'est quelque chose qui n'était pas dans la bio, c'est ça ? Ah bah non. Et du coup, j'adore découvrir en live de nouveaux aspects de mes invités.
Donc on est dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Toi, ta définition de l'expérience collaborateur? Alors je trouve que l'expérience collaborateur, ça porte bien son nom. Et c'est pour ça que je trouve ça c'est assez difficile à décrire en fait. Parce que c'est bien l'expérience pour une personne qui est dans une dynamique de collaboration. L'expérience, c'est quoi? C'est les perceptions, les interactions, le vécu, justement, d'un salarié, parce qu'on parle de collaboration, tant dans les moments forts de son parcours, le recrutement, le départ, mais il y a aussi la mobilité, quand on prend un poste plus important ou quand on suit une formation. Ça peut être aussi quand on a une belle augmentation, donc les moments forts de son parcours, comme dans les moments les plus prosaïques de la vie professionnelle. Quand on arrive le matin, est-ce qu'on commence par une demi-heure de blagounette avec ses collègues? Ou est-ce qu'on se raconte le match de foot ou la série de la veille? Ou est-ce que chacun va dans son poste de travail? Quelle est la dynamique de relation avec son manager? Quelle est la confiance, la qualité de la relation, la qualité du lien social? Mais ça se traduit par des choses très prosaïques. C'est sur les pauses, la pause déjeuner. Voilà. Quelle est l'ambiance? Est-ce que la cantine est bonne? Est-ce que la cantine est bonne? Exactement. Non, mais c'est très important. Donc l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble de ces interactions, de ce vécu-là. Donc ça concerne deux aspects, des aspects très matériels, le cadre de vie professionnelle, la rémunération, le nombre de jours de télétravail, c'est des choses très factuelles, et puis des choses beaucoup plus immatérielles. Quel est le sens que j'ai dans mon travail? Quelle est l'utilité? Quelle est l'ambiance, le relationnel, la culture managériale? Voilà, c'est tout ça, l'expérience collaborateur. Un vaste sujet, on va, je pense, détailler pour partie dans cet échange. Tu as eu plusieurs vies professionnelles à ton actif, RH, consultant, prof, directeur marketing, auteur, entrepreneur. Si tu regardes un peu dans le rétroviseur, quels moments de ton expérience collaborateur à toi ont été les plus marquants? Donc ceux qui t'ont motivé, t'ont fait rester, t'ont fait partir, t'ont fait revenir. Ce qui motive toujours, moi, c'est toujours demain. J'ai du mal je suis plus dans les phares que dans le rétroviseur. Mais pour répondre à ta question, j'ai eu plein de moments forts, moins forts, mais surtout, quand j'y réfléchis, c'est surtout souvent une forme de continuum. C'est-à-dire que c'est une prise de responsabilité. Donc, il n'y a pas un moment où ça a été le détonateur. Il y a une prise de responsabilité supplémentaire quand j'étais chez un acteur qui s'appelle ADP. On va mettre des mots derrière tout ça, hein, des noms des personnes. J'ai été, on m'a nommé pour développer une offre pour les professionnels RH, notamment pour les PME, qui est un super marché que j'adore, parce qu'on oublie souvent que la France est constituée principalement de TPE-PME. C'est le tissu économique français qui fait vivre le poumon économique de la France, c'est les TPE-PME. Donc pour lancer une offre RH pour ce marché-là, qui a très bien marché, qui s'appelle ADP Decidium et qui s'est maintenant étendu aux ETI et aux grands groupes. Donc ça m'a particulièrement marqué. Si je reste sur ADP, tiens, et je reviens un petit peu dans le passé, parce que je suis allé et parti d'ADP plusieurs fois. J'avais mon premier patron, pour lequel j'ai toujours beaucoup d'estime, qui m'a dit à un moment: Thomas, si tu trouves... Alors, c'était moyenne plus 2, mais Thomas, si tu trouves mieux ailleurs, vas-y. Et j'avais trouvé cette phrase d'une violence incroyable, parce que je l'emmerdais, pour le dire crûment, sur les conditions de travail dans lesquelles on était, sur la nature de mes missions, etc. Et lui, je pense qu'il en avait marre. Il dit, si tu trouves mieux ailleurs, vas-y. Et ça avait véritablement déclenché, moi, ma recherche à l'extérieur. Et il se trouve que cette recherche, que je pensais un peu vaine, a très bien marché. Et donc, je suis parti. Voilà. Mais cette phrase, elle est restée, par exemple, pour illustrer, pour répondre à ta question. Il y a aussi le fait... Alors, attends, le revenir, du coup, parce que... Et le revenir, pour le même patron. C'était le même patron. Il se trouve que je suis parti chez Deloitte faire du consulting. Autre exemple pour répondre à la question, mais je n'oublie pas le revenir, c'est chez Deloitte, j'étais en intermission et tout d'un coup, Deloitte crée le pôle People, qui était le pôle de conseil en RH qui n'existait pas. Il y avait plusieurs consultants à droite à gauche, une quarantaine de consultants qui travaillaient sur différentes missions RH. On rassemble toutes ces personnes pour créer un pôle de conseil en RH, sauf qu'il faut une méthodologie d'intervention. Et on me dit, tiens, Chardin, toi qui as d'autres deux missions, tu vas créer la méthodologie d'intervention de conseil en RH de Deloitte. Génial. Donc là, c'était particulièrement marquant. Deloitte change d'orientation. Là aussi, pour répondre encore une fois à ta question, à un moment, dans un grand raout comme ça, collectif, on annonce que on va principalement faire de la mise en place la stratégie, c'est la mise en place de solutions ERP. Et donc, plus du tout la partie conseil en RH.
Et moi, jeune consultant, j'ai dit j'ai démissionné parce que ça ne répond plus à mes aspirations. Donc voilà, mes aspirations étaient de faire de la RH. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de rejoindre une start-up qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis la start-up a fait plouf, elle a fait start down. Et donc là, j'ai recontacté mon ancien patron pour lui dire tiens, j'ai embauché des personnes, je les trouve très bien. Est-ce que tu veux pas les reprendre? Voilà. Il m'a dit oui, je vais voir ça, mais surtout toi, reviens. Reviens. J'ai quelque chose à te présenter. C'était un nouveau projet au sein d'ADP. Là aussi, encore une fois, pour adresser la TPE-PME, notamment dans les services de paye. C'était une solution intégrée entre paye, service et contenu. Donc voilà, de fil en aiguille, j'y suis retourné. Donc oui, il y a plein de moments marquants. Et c'est joli l'histoire parce que ce qu'on dit, c'est qu'un collaborateur qui part, c'est pas forcément un adieu. J'aime beaucoup ces mouvements. Chez Xelia aussi, on a des gens comme ça qui sont partis et qui reviennent. Et je trouve que quand ils reviennent, ils savent pourquoi ils reviennent. Il n'y a pas de publicité mensongère. Ils savent maintenant, ils savent pourquoi ils sont partis et ils savent pourquoi ils reviennent. Et je trouve que c'est des jolies histoires dans la marque employeur, que je trouve que c'est des belles histoires. Oui, c'est salarié boomerang. Ouais. Et tout à l'heure, j'évoquais dans les moments forts de son parcours professionnel. J'ai dit l'expérience collaborateur, c'est le départ, c'est l'arrivée, c'est le départ. Mais en fait, c'est pas que le départ. C'est la suite aussi. Il y a des moments forts dans la suite, y compris quand la personne n'est pas forcément salariée. C'est pour ça qu'on parle d'expérience collaborateur et pas d'expérience salariée. Il n'y a pas que le lien contractuel. C'est un lien plus lâche que ça, quoi. Tu as fondé Parlons RH en 2012, c'est ce que tu disais. C'est à la fois une agence, un média, un acteur de transformation. Beaucoup de gens connaissent Parlons RH, c'est mondialement connu, mais pour ceux qui ne, oui, je pense. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que vous faites dans Parlons RH? Oui, volontiers. En fait, j'aime bien, tu l'as présenté comme étant un média, une agence et un acteur de la transformation. Et la transformation, c'est évidemment ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à accompagner. Notre mission, c'est accompagner les professionnels RH pour qu'ils réussissent. Tu l'as dit aussi en introduction dans la bio, c'était de faire en sorte que la fonction RH résonne avec son temps, fasse écho au monde, réponde mieux ou plus aux parties prenantes. Donc tout ça, ça se traduit après, comment est-ce que nous, on accompagne ça, cette mission? En produisant du contenu, en produisant des baromètres de l'expérience collaborateur, baromètre de l'IA, on en parlera peut-être juste après, je crois, l'expérience collaborateur, j'en suis sûr. On produit tous les 2 ans un cahier de tendance qui fait 150 pages, 60 experts RH et DRH interviewés. Donc voilà, on produit du contenu, on fait des webinars, un webinar tous les 15 jours. Hier soir, on a lancé notre premier book club RH, on invite un auteur nous parler de son ouvrage dans un cadre sympa, dans une librairie parisienne, avec des DRH pour que l'auteur nous parle de son ouvrage, qu'il soit dédicacé, puis après on prend une petite coupette, et voilà, dans un cadre convivial. Il n'y a pas d'autre vocation que de se mettre en perspective, justement d'essayer de mieux comprendre, mieux d'appréhender le monde qui est là. On a aussi une belle communauté social média, donc on est présent sur Instagram et sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, principalement sur LinkedIn. On a 210 000 abonnés. Je crois que tu l'as dit en introduction. Donc une belle visibilité. On produit grosso modo 1 à 2 contenus par jour. Donc, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, on est vendredi. On va avoir une revue du web. Donc tout ce qui s'est passé sur le web en RH, alors de façon très condensé et synthétique. Évidemment, c'est un peu réducteur. On ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé. La substantifique moelle. On essaye, voilà. Et on fait des petits événements. Donc, l'événement, le Book Club RH, on a un événement qui est 24 heures RH, tu l'as évoqué aussi, qui est un événement digital. Et puis, on a un très gros événement qu'on fait en partenariat avec Closer Steel Media, qui s'appelle HR Technologie France, qui a lieu fin janvier de chaque année, où là, cette année, il y a eu 14 000 participants, physiques, uniques, si je puis dire. Et donc, on est en croissance de 20 à 30%, c'est donc très conséquent, avec 500 conférences, 450 exposants, etc. Donc ça, c'est génial. Ça. Il y a une très très belle énergie. Je peux que t'y inviter à participer et vous inviter également à y être. Tu fais pas de conseils, t'as pas vocation, la boîte n'a pas vocation à faire du conseil aujourd'hui? Alors on fait du conseil en marque employeur. D'accord. Donc avec des diagnostics, des schémas directeurs, des visions cibles. Donc on fait du conseil en marque employeur et on fait aussi du conseil en stratégie marketing pour les prestataires RH.
Donc les prestataires RH et tous ceux qui veulent adresser la fonction RH. Parfois, ils ont des problématiques de croissance, de positionnement ou d'argumentaire en disant tiens, je lance une offre super, je comprends pas, elle marche pas, ou elle ne marche pas à la hauteur de ce que je souhaiterais. On a des startups qui viennent nous solliciter en me disant j'ai une offre, elle est disruptive, elle est hyper innovante. Et pourquoi je suis qu'à 15% de croissance par an alors que je devrais être à 150% de croissance? Donc on fait aussi du conseil. En fait, on fait du conseil en marketing, appliqué au marché RH quand c'est pour les prestataires, appliqué à l'ARH quand c'est pour les DRH, et quand c'est dans une logique de marque employeur. Okay. Et on fait aussi du conseil en expérience collaborateur. Mais ce sont les mêmes techniques, ce sont les mêmes techniques marketing qu'on applique au champ de la fonction RH. Tu échanges de fait fréquemment avec des RH, puisque c'est ton public cible. Qu'est-ce qui te partage? Quelle est la plus grande difficulté dans le métier de RH aujourd'hui? En fait, il y a autant de DRH. La réponse, c'est qu'il y a quasiment autant de problèmes qu'il y a de RH et il y a autant de fonctions RH ou de DRH qu'il y a d'entreprises en France. C'est, je trouve, une fonction qui se caractérise, s'il y a un élément qui est partagé, c'est sa pluralité, c'est son hétérogénéité, sa diversité. C'est ce qui fait tout son intérêt, d'ailleurs. C'est hyper riche de différences, même dans un même secteur d'activité, dans une même taille d'entreprise, dans une même zone géographique, on va avoir des fonctions RH complètement différentes. Donc la plus grande difficulté, parce que là j'ai un peu contourné la question, la plus grande difficulté, je crois que c'est justement d'essayer de répondre à cette question. Je m'exprime, je précise ce que je veux dire par là, c'est que les DRH sont bombardés de problèmes. Il y a des injonctions, je rajoute même une injonction, il faut trouver quelle est sa priorité RH en fait, quelle est votre difficulté. Et ce qui est difficile à mon avis pour un DRH, c'est entre les problématiques de recrutement, d'attractivité, de turnover, de fidélisation, d'engagement, de QVCT, les transformations légales, sociales, sociétales, économiques, digitales. C'est sans fin, quoi. Environnemental, évidemment. C'est sans fin. Et en fait, ce qui est difficile, je pense, pour un DRH, leur plus grande difficulté, c'est quelle est ma difficulté? Quelles sont mes difficultés? Quel est l'ordre de difficulté? Quel est le cadre d'intervention? Quelle est ma feuille de route? Je pense qu'un DRH, pour qu'il réussisse, il doit avoir cette vision qui est particulièrement claire. Quelle est sa feuille de route? Quelle est sa mission? Et cette mission est-elle partagée par le DG, par les managers, par ses propres collaborateurs et par l'ensemble des collaborateurs? Est-ce qu'il a fait de la pédagogie de cette mission-là? Et comme ça bouge tout le temps, c'est difficile en fait. S'il veut rester agile, il ne faut pas qu'il fige sa mission. Et donc je pense que voilà, la difficulté principale, c'est quelle est la difficulté, le problème que je dois résoudre. Ça, c'est particulièrement complexe. Et aujourd'hui, en fait, on est beaucoup dans une forme de gestion régalienne des grandes missions de la fonction RH. On n'est pas forcément à embrasser tous les enjeux du XXIe siècle. Pourtant, un quart du siècle s'est déjà écoulé. Et parfois, on gère, on manage souvent comme au siècle précédent. Tu veux nous préciser c'est quoi la vision pour toi celle du siècle qui est déjà bien entamée? On parle d'expérience collaborateur. Un des enjeux, je pense, de la fonction RH du XXIe siècle, c'est l'expérience collaborateur. Non, on est au bon endroit. On est au bon endroit, c'était pas prévu, ni quoi que ce soit, mais voilà. Là, en fait, je pense qu'il y a 5-6 grands chantiers ou grande mission, j'ai déjà utilisé le terme de mission, mais grande orientation de la fonction RH, la marque employeur, l'expérience collaborateur, la transformation digitale, on en est loin, la transformation organisationnelle, la RSE, tous ces chantiers-là sont très peu adressés. Et la QVCT, mais ils sont tous liés, évidemment, on est tous imbriqués. Ils sont très peu adressés. Alors, je sais que les professionnels RH vont me dire « Ah, pas du tout, si. » Non, ok, sur la marque employeur, quelles sont les ressources que vous dédiez au sujet? Pas l'équipe recrutement dont vous avez changé l'appellation, qui s'appelle maintenant recrutement et marque employeur, ou talent acquisition et marque employeur, ou employer branding. Non, dédié au sujet. Marque employeur, c'est pas que la marque recruteur, c'est bien la marque employeur, donc l'ensemble des caractéristiques, des signes distinctifs de l'entreprise dans sa dimension employeur, dans ses dimensions employeur. L'entreprise, elle recrute, elle forme, elle insère, elle développe les compétences, elle rémunère, elle a un ancrage territorial. Donc, quelles sont toutes les caractéristiques de la marque employeur? En règle générale, très peu de monde. Sur la QVCT, c'est pareil. Sur l'expérience collaborateur, c'est pareil. Il y a souvent une personne ou deux. Alors, ça dépend bien sûr de la taille de structure. Mais il y a combien de personnes à la paye?
Non pas que la paye n'est pas importante, mais la paye n'est pas stratégique. Puis c'est un ancien gestionnaire paye qui vous le dit. Donc elle n'est pas stratégique, elle ne va pas concourir à la performance de l'organisation. Donc je pense qu'une très grande mission, une très grande partie de l'enjeu, c'est de switcher justement d'activité. De bien, ça rejoint mon propos sur la difficulté. Il faut bien définir ce qui est de l'ordre de l'important et du stratégique. C'est pas parce qu'une activité est importante qu'elle est stratégique. Hein, on ne peut pas faire en sorte avec la paye d'améliorer la motivation des collaborateurs, d'améliorer leur fidélisation. Je parle bien du bulletin de paye, pas de la rémunération, mais même sur la rémunération. Voilà, un manager ne va pas être plus compétent avec une paye juste. Et on ne peut pas faire une paye plus juste que juste. Le fait de la remettre en avance ne va pas entraîner quoi que ce soit. Donc c'est une activité qui est génératrice de moins-value potentielle. Si c'est mal fait, on vous tape sur la tête. Je prends l'exemple de la paye, mais c'est pareil sur la gestion administrative de la formation. C'est pareil sur la gestion volumique du recrutement. C'est-à-dire que si c'est mal fait, c'est pas normal. Et donc toutes ces activités, elles méritent, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ces activités. Est-ce qu'elles peuvent être déléguées en interne? Prenons tout ce qui est juridique. Dans les grandes structures, il y a des directions juridiques. Pourquoi la RH a une grosse activité juridique? Quelle est sa valeur ajoutée s'il y a une fonction qui porte ce nom? Ou les directions administratives et financières. Si on fait de la gestion administrative et financière de la RH, pourquoi ne pas déléguer ça à une fonction, à une direction dont c'est le cœur de métier, au lieu de s'éparpiller sur l'ensemble de nos missions, et ce qui permettrait de dégager des énergies, de la bande passante, du budget, des ressources, des moyens, pour adresser les chantiers que je viens d'évoquer, dont l'expérience collaborateur. Ok, donc toi, il y a vraiment, redistribuer le travail, en fait, vraiment différemment, et se concentrer sur des choses qui sont stratégiques, au-delà d'être importantes, qui sont surtout stratégiques. Oui, redistribuer, mais c'est pas facile, je l'entends bien. Et en fait, ça interroge les dirigeants RH sur quelle est ma vraie mission. Est-ce que ma mission, c'est de faire une paye juste et un plan de formation qui soit bien rigoureux? Je ne suis pas du tout à dire que ce n'est pas important. Encore une fois, c'est très important. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Est-ce que c'est ça de ce que j'attends de moi-même, en fait? Est-ce que ça correspond un peu au sel originel, au sens original même de la fonction à l'origine? Moi, je ne le crois pas. Mais si c'est ça, très bien. Mais dans ces cas-là, ne parlons pas d'expérience collaborateur, ne parlons pas de marque employeur, ne parlons pas de tous les sujets qui, moi, me semble important. On n'a pas parlé de la diversité, de l'inclusion. N'en parlons pas. Si on n'aborde que la diversité et l'inclusion sous un angle juridique, c'est-à-dire que s'il faut faire de l'égalité homme-femme parce qu'il y a un index égalité homme-femme, s'il faut embaucher des salariés en situation de handicap parce qu'on doit produire une DOTH, etc., très bien. Ce n'est pas ce à quoi j'aspire pour la fonction RH. Et je pense que ce n'est pas non plus ce que les DRH eux-mêmes attendent de cette mission, ce n'est pas non plus ce que les managers attendent, et ce n'est pas ce que les collaborateurs attendent. Et plus largement, ce n'est pas ce que le citoyen ni la société attend. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les DRH eux-mêmes, les managers et les salariés, dans une enquête qui est la radioscopie de la fonction RH de la part de la Ségos, qui montre bien, quand on pose la question aux DRH, quelles sont vos attentes, c'est en gros accompagner les managers, accompagner les salariés, et à la question, c'est quelles sont les activités qui vous prennent le plus de temps. La réponse est la gestion administrative et les processus. La dernière des réponses sur le temps consacré, c'est accompagner les managers, accompagner les salariés. Il se trouve, ce qui est intéressant dans cette radioscopie, c'est qu'il y a un regard croisé. On a posé la même question aux managers. Qu'est-ce que vous attendez de la fonction RH? Être accompagné. Et à votre avis, quel est le temps qui y consacre le plus? La gestion des processus. Pareil pour les salariés. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer. Qu'on passe pas le temps au bon endroit. Voilà. Alors après, on peut se dire, on peut attendre qu'on nous mandate sur cette mission. Là, je me mets à la place des DRH. On va attendre qu'on nous donne d'une certaine manière le pouvoir ou le blanc-seing d'agir dans les orientations, de nourrir les orientations que j'évoquais, expérience collaborative. Moi, je ne crois pas, là, qu'il faille attendre qu'on nous donne le pouvoir. On est déjà en 2025. Donc un quart du siècle s'est écoulé, il faut aller le chercher, ce pouvoir, il faut aller le prendre avec les dents, alors avec audace et courage certainement, et je sais bien que ma posture est un peu facile, c'est-à-dire que je ne suis pas en responsabilité opérationnelle comme un DRH, et donc je suis un peu dans une forme d'injonction supplémentaire. Je rajoute à la difficulté de tout à l'heure, qui est de dire, bougez-vous quoi. Allez le chercher, allez expliquer que l'expérience collaborateur ou que le désengagement, ou que les difficultés de recrutement ont augmenté de 100% en 10 ans. Le turnover a doublé en 20 ans.
la rupture de période d'essai a été multipliée par 2,5 en 10 ans. L'absentéisme est passé de 12 jours d'absence en 2012 à 23,3 jours d'absence en 2024. Plus 100%. On peut prendre tous les indicateurs qu'on veut. On est dans une espèce de todo des Nanaïdes RH où le bain des talents se vide plus vite qu'il n'arrive, où on est en train de créer une forme de machine à broyer qui a des impacts évidemment humains, sociaux, mais aussi opérationnels. On a du mal à attirer. Ceux qui viennent, ils ne restent pas. Ceux qui restent, ils sont soit malades, absents physiquement, soit absents moralement, c'est-à-dire le quiet quitting, je m'en fous, quoi. Donc ça devient ingérable opérationnellement. Et puis après, il y a évidemment un impact économique. J'invite à inverser la présentation des choses en codir. Parlons de l'impact économique des sujets que je viens d'évoquer, de l'impact opérationnel, et puis après, évidemment, de l'impact humain. Oui, parce que comme je le disais dans ta présentation, c'est vrai que les RH, c'est souvent vu comme un centre de coût. Donc c'est pas la chose qui passionne souvent les dirigeants finalement. C'est là et c'est normal et de toute façon c'est obligatoire. Mais si on met pas ce que tu dis, c'est-à-dire quels sont les résultats financiers de comportement ou de non-comportement, ça reste un centre de coût et on se dit on va y mettre un peu le minimum. Mais c'est intéressant, on parle souvent du centre de coût, mais on est incapable de donner le coût de la fonction RH. Alors ça c'est bizarre, ça, de dire ça serait intéressant de poser le coût de la fonction RH. Et pareil, le coût de son objet. C'est-à-dire, je viens de parler un peu de la guerre des talents qui est constituée de 3 batailles. Bataille de l'attractivité, bataille de la fidélisation, bataille de l'engagement. Il y a des études qui existent sur le sujet, sur le coût de cela. Une très belle étude à PCIL Mozart Consulting qui parle d'IBET, d'indice de bien-être au travail, qui mesure pour chaque année l'évolution de ce coût-là. On va dire le coût du désengagement. C'est un peu réducteur par rapport à la qualité de cette étude. Le coût du désengagement en France, c'est 14 310 € par an par salarié. 14 310 € par an par salarié. Donc on a un coût. Alors ça varie en fonction de la taille des entreprises, du secteur d'activité. Quel est le coût de la fonction RH ? C'est intéressant, c'est 1 500 € par an par salarié. C'est 10% de son objet. Et encore, je limite son objet uniquement à la guerre des talents, bataille de l'attractivité, de la fidélisation et de l'engagement. C'est à ces 14 310 €. Allez, on va faire simple. Le coût de la fonction RH, c'est 1 500 € par an par salarié. Elle peut jouer sur 15 000 €. Autrement dit, un DRH qui viendrait en comité de direction, qui dirait, voilà, moi je vais vous demander quelque chose, c'est de doubler tous mes effectifs, tous mes budgets, tous mes recours à mes prestataires. C'est de passer de 1 500 € à 3 000 €. En contrepartie de ça, je m'engage à réduire de 10% les problèmes de recrutement, de 10% le turnover et de 10% l'absentéisme. Si on fait ça, on va y gagner socialement, presque j'ai envie de dire moralement, humainement. Opérationnellement, les managers vont arrêter de passer ma porte sans arrêt pour me dire je comprends pas, on a un chômage de masse, il suffit de mettre une offre d'emploi sur France Travail pour avoir des candidats. Non, ce n'est pas vrai. Donc on va gagner opérationnellement et on va gagner économiquement. Mais il y a un moment, il y a une audace à avoir qui est de dire je prends le risque de me planter parce que c'est vrai que c'est un gros risque. S'il n'y arrive pas, il saute. En revanche, s'il réussit et qu'il ne fait pas 10% mais 15%, là il va être business partner au sens business, je joue sur le compte de résultat. Donc oui, c'est un centre de coût, mais pour adresser cet enjeu-là, cette image-là, il faut parler chiffres. Il faut parler EBITDA, il faut aller... C'est combien coûte un point de turnover dans votre entreprise ? Si on n'est pas capable de donner la réponse, quel est le... Enfin, on ne peut pas aller chercher les moyens pour mettre sous contrôle et réduire ce turnover. Pareil pour l'absentéisme. Souvent, quand on évoque le coût de l'absentéisme, c'est 3 500 € par an par salarié. Mais donc, c'est délirant, hein. Et ça augmente, hein. C'est en croissance, voilà. Alors, ça concerne maintenant l'absentéisme, ça concerne les jeunes, les cadres, deux populations qui n'étaient pas concernées par l'absentéisme, les seniors et les femmes. La croissance de l'absentéisme concerne ces 4 populations. Donc on peut se dire, tiens, mais en fait, qui ça ne concerne pas ? Oui, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Si tu as des non-cadres, que des non-cadres, qui sont donc pas de femmes, qui ne sont pas jeunes et qui ne sont pas seniors, tu peux ne pas être concerné par la croissance de l'absentéisme, mais tu es concerné par l'absentéisme. Bref, en fait, on est vraiment dans des problèmes qui sont endémiques à nos organisations. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'expérience collaborateur est une des réponses systémiques à ces enjeux-là.
Il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas un petit problème de recrutement et je vais corriger mon problème de recrutement. Je ne crois pas à ça. Au contraire, il faut arrêter d'avoir cette vision-là, très silotée, très hermétique. Tous les problèmes sont imbriqués les uns aux autres. Dans l'expérience collaborateur, c'est à la fois une posture, des process et des solutions qui permettent d'irriguer une réponse globale, transversale aux enjeux que j'évoque. C'est une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique de la personne, j'ai envie de dire. Donc, tout à fait. Le baromètre 2025 de Parlons RH sur l'expérience collaborateur est-elle bonne pour la performance ? Alors, que dit-il, ce baromètre ? Alors, déjà, c'est le 8e baromètre. C'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'on suit la pratique depuis 8 ans. Là, ce baromètre, et je l'évoque parce qu'il est fait avec Cornerstone, et ça me semble important de l'évoquer. Pourquoi ? Parce que sans ce partenaire Cornerstone, ce baromètre n'existerait pas. Il est mis à disposition gratuitement. Et je n'ai pas tous les résultats. Tu sors. Alors, je n'ai pas tous les résultats parce qu'il est en cours. Alors, on a bien tous les résultats statistiques, mais en revanche, il est en cours d'analyse. Et une fois que l'analyse sera terminée, il sera mis en forme graphiquement, etc., et diffusé plutôt à la rentrée. En revanche, je savais que tu allais me poser la question. Et donc, j'ai prévu d'avoir les résultats en exclusivité, en avant-première. Alors, pas tous les résultats parce qu'il y en a beaucoup. Donc, j'ai mes petites notes quand même pour justement te partager les résultats essentiels de ce baromètre. C'est pas là, c'est ici. Tac, tac, tac. Alors, c'est vrai que ce qu'on a réussi à démontrer dans les différents baromètres, en plus de suivre l'évolution de la pratique d'expérience collaborateur, on a montré que les entreprises qui pratiquaient l'expérience collaborateur étaient plus résilientes face aux différentes transformations qu'on subit, qu'elles étaient plus agiles, plus efficaces, qu'elles avaient moins de salariés moins engagés, 10 points de moins de salariés moins engagés, et plus de salariés plus engagés, 12 points de plus de salariés plus engagés, que pendant la crise Covid, elles avaient particulièrement bien réagi, elles étaient sur les rails beaucoup plus rapidement que les autres. Tout ça, on a pu le démontrer. Alors, on a pu le démontrer. On a pu l'évaluer statistiquement avec l'ensemble des DRH qui nous ont répondu. Donc, il y a plein de bénéfices qu'on a démontrés au fil de l'eau sur l'expérience collaborateur. Mais il y avait une question qu'on n'avait pas posée, c'était est-ce que l'expérience collaborateur permet de faire de l'argent ? Quelle est la performance économique de l'expérience collaborateur ? Le nerf de la guerre. Et voilà. Donc, on a essayé de poser tout un certain nombre de questions, plus d'une vingtaine de questions, pour essayer de mesurer, appréhender cela. Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Ce qu'on peut dire déjà, et je lis mes notes, c'est que d'abord, la performance, ça peut paraître un peu évident, mais c'est un phénomène global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une performance économique qui serait dissociée de la performance opérationnelle, de la performance humaine. Et là, dans nos résultats, on voit que celle qui marche, elle marche globalement bien sur tout et pas uniquement sur un aspect. Ça, c'est très fort dans les résultats. C'est très saillant comme résultat. Je sens que tu as besoin de chiffres, donc je vais t'en donner quelques-uns qui sont donc en avant-première, j'insiste. 70% des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, elles ont connu une croissance au cours des 3 dernières années. On va dire, on s'en fout. Certes, donc 70%, mais 34% de celles nous on qualifie de réfractaires. On a défini des typologies d'entreprises. Une entreprise réfractaire, c'est celle qui ne pratique pas l'expérience collaborateur, mais qui ne veut pas le pratiquer. C'est-à-dire qu'elle dit non, l'expérience collaborateur, ça passera jamais par moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette forme de polarisation. C'est-à-dire que 70% de celles qui pratiquent, croissance pendant 3 ans, celles qui sont réfractaires, c'est 34%, donc vraiment 2 fois moins. 55% des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur ont vu leur effectif augmenter, pareil sur les 3 dernières années. Ce n'est que 39% des non-pratiquants de l'expérience collaborateur. Donc 55% versus 39%, effectif qu'augmente. Là, ça rejoint mon propos qui est de dire, attends, la performance, elle n'est pas que financière, elle est aussi en termes d'effectifs, etc. Et puis, dernier chiffre, pour pas trop plomber l'échange, 22% des entreprises pratiquantes ont vu leur turnover augmenter. Donc, elles ont quand même une entreprise sur 5 qui pratique l'expérience collaborateur ont un turnover qui augmente. Mais c'est 54% des entreprises réfractaires. C'est-à-dire 2 fois plus. En fait, on sait démontrer un lien de corrélation entre la performance globale de l'organisation et l'expérience collaborateur, mais pas forcément un lien de causalité. Est-ce que ces entreprises, elles performent parce qu'elles ont une dynamique d'expérience collaborateur ou elles ont une dynamique d'expérience collaborateur
et ce qui entraîne la performance. Et ça, je crois qu'il n'y a aucune étude qui démontre un lien de corrélation entre une performance humaine et une performance économique. Un lien de causalité. Oui. De causalité. Là, le lien de corrélation, si vous voulez le faire exprès, on n'y serait pas réussi. On n'aurait pas réussi. Ouais. Parfois, dans nos baromètres, on s'attend à un certain nombre de résultats. Parfois non. Là, on s'attendait à avoir ce type de résultat, mais il est saillant. En fait, il y a un écart qui se creuse. Il y a une rupture de plus en plus forte, et presque, j'ai envie de dire, de plus en plus assumée, entre les entreprises qui ont pris le virage de la modernité, je reviens dans le 21e siècle, et celles qui refusent de le prendre et qui risquent à tout moment la sortie de route. Et elles ne sont pas plus nombreuses, hein. Elles sont à 12%. Elles sont hyper stables. 12% sont réfractaires. Elles ne veulent pas. Voilà. Et dans d'autres baromètres, on retrouve d'ailleurs ce 12%. Mais cet écart, il se marque de plus en plus fort. On verra ce que ça donnera par la suite. Et tu as échangé avec certaines de ces sociétés, comment elles expliquent, pourquoi être réfractaire, qu'est-ce qui... Alors, on a, dans certains baromètres précédents, on posait la question de la nature réfractaire. En fait, c'était moins... Alors, c'est compliqué parce que là, c'est très multifactoriel, multicausal, etc. Il y a une culture, il y a une culture qui est là, qui est l'espèce de croyance que l'humain, parce que c'est dont on parle, ne va rien nous apporter. Donc on est dans une forme d'exécution, on est vraiment dans un modèle économique qui est celui du siècle précédent, où on est sur le command and control à fond, et pas du tout dans l'autonomie, la responsabilité, la confiance. Ça vient souvent du DG ou du CODIR. Sachant que ce qu'on interroge, c'est aussi les DRH. Donc c'est là où moi, ça a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que le DRH, il appartient en CODIR le plus souvent. Et donc, ça lui appartient aussi de développer, d'acculturer ses pairs en CODIR, d'acculturer les managers à ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles attentes où il y a une évolution des attentes, il y a une évolution des pratiques, une évolution des concepts. Donc, c'est important de partager, de diffuser cela. Sur l'expérience collaborateur, il y a... alors, la pratique, c'est incroyablement démocratisé. Dans notre baromètre, au début du baromètre, il y avait moins d'une entreprise sur 5 qui pratiquait l'expérience collaborateur. Juste pratiquer l'expérience collaborateur, ça veut dire quoi? Oui, déjà alors avoir initié une démarche sur le sujet. Initié une démarche sur le sujet. Alors, ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas voulu... En fait, quand on pose une définition, en amont de cette question-là, on est déjà en train d'introduire un biais. Donc déjà, dans les enquêtes, il y a déjà plein de biais. Donc, on pose la question, avez-vous initié ou mis en place une démarche d'expérience collaborateur? Oui, non, ne sais pas. Donc la réponse, oui, c'était 19% en 2000, il y a 8 ans. Voilà. Donc très faible. Et aujourd'hui, on en est à 2/3. Okay. Donc, mais ça se voit absolument pas dans la fonction RH, un tel niveau de développement de pratique. Alors, si la crise Covid, la crise sanitaire a pu nous apporter quelque chose, là, elle nous a été profitable. Pourquoi? Parce que justement, pendant la crise Covid, les entreprises qui avaient mis une démarche d'expérience collaborateur, elles étaient beaucoup plus résilientes, les salariés étaient beaucoup plus engagés, le distanciel marchait super bien, et un peu par mimétisme entrepreneurial, les bénéfices de cette pratique se sont diffusés aux autres entreprises en disant eux, ils ont mis une process d'onboarding, l'expérience apprenant est développée, les managers sont accompagnés. Tiens, je vais faire la même chose parce que je veux aussi, moi, être résilient dans une logique d'adaptation à un monde qui est de plus en plus imprévu. Donc la pratique, elle s'est incroyablement développée. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça dans d'autres démarches ou concepts RH. En revanche, elle reste pratiquée un peu. Les DRH sont très croyants, mais pas forcément bons pratiquants, si je peux utiliser cette expression. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, si je vais la réduire, c'est écouter pour agir. J'écoute les attentes, les émotions, les besoins des collaborateurs, les frustrations, et j'essaie d'y répondre en conséquence. Alors, dans un cadre qui est toujours contraint, budgétairement et juridiquement. C'est pas parce que les salariés demandent tous 50% d'augmentation que je vais pouvoir le faire. Celles qui pratiquent l'expérience collaborateur, il y en a 60% qui écoutent et qui agissent. Parfait. Et j'écoute et j'agis en conséquence. Mais il y en a 20% qui écoutent sans agir. C'est-à-dire, je mets des thermomètres, des tensiomètres, des enquêtes dans tous les sens, mais je n'agis pas.
Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. C'est-à-dire, non, mais moi, l'expérience collaborateur, c'est d'abord écouter. C'est une écoute presque passive. C'est-à-dire que c'est une écoute, j'écoute, mais j'agis pas. Qui peut générer pas mal de frustration, parce que rien de tel qu'être interrogé sans voir qu'il se passe des choses. Sans avoir le feedback en action, pas le feedback de communication. C'est 20%. Alors, c'est beaucoup quand même. Et puis, il y a 20% qui font l'inverse, qui n'écoutent pas, mais qui agissent. Alors, on le retrouve plutôt dans la PME. C'est souvent le dirigeant qui dit non mais moi je sais ce dont ils ont besoin. Et donc et 20% là c'est pas neutre non plus. Le 20% c'est des chiffres exacts. Hein. C'est vraiment on est à 60, 20 et 20. C'est pas j'arrondis même pas les chiffres. Hein. C'est ça les résultats du baromètre. Donc on est sur une pratique qui est un peu partielle de l'expérience collaborateur. Et juste pour un autre chiffre pour illustrer ce propos des RH croyants, mais pas forcément bons pratiquants, mais c'est normal, la démarche, elle se déploie, elle se structure, elle se professionnalise. C'est sur les managers. On est à 90% des entreprises qui pensent que le manager est la pierre angulaire de l'expérience collaborateur. C'est lui qui fait vivre l'expérience collaborateur. C'est la courroie de transmission. Voilà. Sans lui, il n'y a pas d'expérience collaborateur. Bravo, super. Effectivement, je pense que c'est le cas. Et c'est très bien. Avec un rôle un peu de supervision de la fonction RH, quand elle est suffisamment structurée dans les grands groupes, la fonction RH accompagne cela. Il y a toujours un rôle d'impulsion. Et alors la question c'est, est-ce que vous avez mis en place une expérience pour les managers spécifiques ? À 75%, la réponse est non. C'est-à-dire, le principe de base de l'expérience collaborateur, c'est la symétrie des intentions, c'est l'éthique de la réciprocité, c'est j'agis de telle manière à ce que le collaborateur agisse de la même manière. Et donc là, on dit, c'est super, on veut que le manager porte le sujet. Mais est-ce qu'on agit à l'attention du manager de la manière qu'on souhaite que lui agisse auprès du collaborateur Et la réponse est non. Donc on est un peu à l'inverse de l'expérience collaborateur, c'est fais ce que je dis parce que je fais. Donc là, on a encore un peu de chemin. Mais tant mieux, en fait, c'est bien. Ça nous permet de progresser. Exactement. L'IA, on en parle, c'est un peu sur toutes les lèvres, dans tous les métiers, y compris celui du RH. Toi, comment tu vois cette évolution ? Là aussi, on a fait un autre baromètre, et il est là. Je le présente à la caméra. L'IA, le début d'une grande aventure humaine. Exactement, c'est qu'une évolution technologique. Elle existe depuis très longtemps, l'IA. Sauf que là, c'est une forme de révolution de l'accessibilité. Cette technologie est enfin accessible et en langage naturel. Donc, c'est une grande aventure humaine parce qu'effectivement, c'est très bouleversifiant. Ça change beaucoup de références, etc. Je parlais de l'expérience collaborateur qui s'est fortement développée. Sur l'IA, on a posé un certain nombre de questions. Je m'attendais à ce que les professionnels RH soient très réfractaires, très peu early adopters. Pourquoi ? Parce que je prenais en référence l'univers du digital où aujourd'hui encore, une grande partie des professionnels RH ne sont pas équipés ou sous-équipés ou une appréhension des solutions technologiques numériques très faible. Un tiers, selon PwC, un tiers des activités RH qui pourraient être digitalisées sont gérées manuellement. Toute entreprise confondue en France, un tiers. Mais il y a plein d'enquêtes qui montrent qu'effectivement, on continue à utiliser Excel pour gérer la formation, y compris dans les grands groupes, et qu'on continue à utiliser Word pour les entretiens, si tant est qu'on fasse passer des entretiens. Donc on a encore de grosses lacunes là-dessus. Et je ne parle même pas de la gestion des acomptes, la gestion des congés, etc., qui sont parfois gérés par mail. Donc je me suis dit, sur l'IA, ça va être la même chose. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Les DRH sont sur le pont, mais à un point incroyable. 83% des DRH utilisent l'IA dans un univers professionnel, à titre personnel, mais dans un univers professionnel. C'est largement au-dessus de la moyenne des Français, c'est 22% selon le Crédoc, selon la moyenne des salariés, parce que les Français, c'est pas les salariés, si on prend l'étude Centre-Info, et même si on la compare par rapport aux professions intellectuelles, aux cadres, au col blanc, les DRH sont bien devant. Donc ils sont early adopters sur l'utilisation de l'IA. En revanche, les services RH sont un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'on a un usage personnel à titre professionnel, mais ce n'est pas intégré dans les process RH. Okay. C'est-à-dire que l'activité un peu plus collective, c'est une approche individuelle. L'activité collective n'appréhende pas encore, on est plutôt à un tiers, donc il y a un gros décalage. Donc on a un peu la dernière roue du carrosse et on l'utilise, mais on ne l'officialise pas encore dans les process. Donc là, il y a encore un peu de... Mais c'est bien, voilà. Bon, sans trop de surprise, c'est le recrutement qui est en premier des usages. Après, c'est la formation. Et puis, le dernier point, c'est qu'ils sont hyper enthousiastes.
Et ça fait plaisir. C'est-à-dire que malgré le contexte dans lequel on se situe, il y a un enthousiasme et un optimisme de la fonction RH, je n'ai pas le chiffre en tête, mais qui est à plus de 80%, et ça c'est rare, c'est de se dire oui, on est confiant dans l'avenir. Aujourd'hui, dire on est confiant dans l'avenir avec l'IA, c'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance qui est très mesurée parce qu'on pose la question des freins, des difficultés et des risques, et ils sont particulièrement conscients, extrêmement lucides sur les risques et les difficultés que ça représente. Donc c'est un baromètre dont les résultats m'ont enthousiasmé parce que il y a des choses qui se passent, et donc je peux que inviter tes auditeurs à télécharger le baromètre, qui est en accès gratuit sur Parlons RH. On mettra les liens quand on communiquera de toute façon. On arrive déjà à la fin. Déjà ? Oui, déjà à la fin de l'épisode. Et on n'est pas chez nous. Donc là, on ne peut pas déborder. Donc on est timé. Alors, qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance ? Alors, pour plein de raisons, mais sur l'expérience collaborateur, il y a une experte qui est Séverine Loureiro, directrice générale du Lab RH, mais elle n'est pas que experte, elle vient de sortir d'ailleurs aussi un ouvrage sur l'onboarding. L'intégration. Sur l'intégration, oui, pardon. Donc, elle a une approche qui est à la fois stratégique, conceptuelle, méthodologique, mais aussi très pragmatique. Et elle a un autre regard, en tant que directrice générale du Lab RH, qui a un regard très innovation, disruptif, donc avec des exemples possibles. Je suis sûr qu'elle sera géniale pour ton podcast. T'as l'art du teasing, je te l'ai dit sur LinkedIn hier, mais tu as vraiment l'art du... Séverine Loureiro. L'art du teasing. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Thomas d'être venu, c'était vraiment chouette. Merci à tous de nous avoir suivis. Je recevais aujourd'hui Thomas Chardin et je vous retrouve dans un prochain épisode de Résonance. À bientôt.